potentiel d'exposition aux langues comme jamais, vous le savez bien. À l'époque à laquelle je me trouvais parmi vous ici, il n'existait pas Internet, il y avait encore très peu de vidéos, TV5 n'était pas arrivé. Les relations des étudiants de français à la langue française étaient finalement très faibles, et c'est pour ça d'ailleurs que la France envoyait des Français natifs dans les alliances françaises pour assurer ce contact avec des natifs. Aujourd'hui, ce besoin n'existe plus, il est de fait aux langues, qui a changé radicalement, et ça vous le savez en tant que professeur de français, qui a changé radicalement la didactique, hein, les méthodologies, les fameux documents authentiques qui existaient auparavant. Que sont-ils ces documents authentiques aujourd'hui, si vous les avez gardés dans vos stocks, hein, les tickets de métro et que vous rameniez lors de vos voyages, aujourd'hui, bon, on rentre sur Internet et hop, on imprime ça ou on le fait voir sur un ordinateur aux élèves et le contact est immédiat. Donc le potentiel d'exposition aux langues est très fort, mais en même temps, il y a un potentiel d'exclusion. D'un côté, la mondialisation tente à hiérarchiser les langues en renforçant les langues dominantes, puisque 5% des langues du monde sont parlées par 95% de la population. Et à l'inverse, évidemment, la majorité des langues du monde sont parlées par très peu de population. Donc il y a une inégalité de fait, il y a une hiérarchie dans les langues, et qui est certainement accentuée par la mondialisation. Et pourquoi, on le verra après, par cette dynamique des pôles et des flux que j'expliquerai, et que vous verrez qui est finalement très très importante. L'obligation du contact de langue se fait au profit de quelques-unes, au profit de toutes les langues. Donc il y a une situation objective que le développement de la mondialisation et des échanges dans le monde se fera sur le plan linguistique au profit d'un certain nombre de langues. Il faut travailler, me semble-t-il, à ce que ce soit au profit du maximum de langues, mais qu'il y aura de toute façon des langues qui vont, alors peut-être pas disparaître totalement, puisqu'aujourd'hui nous avons des capacités d'enregistrer des langues, de les conserver, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a des langues qui ont disparu du monde et dont on n'a plus de traces. Aujourd'hui, on a les capacités de les conserver et de conserver une partie de l'expression culturelle qui est là. Et puis, deuxième caractéristique du point de vue pessimiste, les fondements du marché des langues reposent sur des dynamiques d'exclusion plutôt que d'inclusion. Quand on fait la promotion d'une langue, on ne fait pas la promotion des autres langues. Donc, par effet négatif, quand on est professeur d'une langue, on n'est pas professeur d'une autre langue. Et on défend son travail, ce qui est normal. Donc, on a tendance à valoriser la langue que l'on enseigne. C'est pour cela que je dis que les systèmes éducatifs auraient intérêt à former leurs professeurs de langue tous ensemble, pour un certain nombre de matières, bien entendu, pour mettre en évidence qu'il n'y a pas de concurrence, il ne doit pas y avoir de concurrence, parce que les concurrences, elles s'observent pas entre les langues, elles s'observent entre les postes, entre les locuteurs, entre les langues qu'on va parler à l'ENU, etc. C'est là qu'il y a concurrence. Mais les langues, elles ne sont jamais en concurrence. Elles s'arrangent les unes avec les autres. On sait bien quand on parle, quand on va dans un pays étranger, qu'on essaye les langues que l'on connaît, ben, on essaye, on mélange, on intervient avec ce qu'on appelle un répertoire linguistique. Donc les langues, elles ne sont pas en concurrence, elles s'ajustent les unes avec les autres. C'est simplement le marché du travail, le marché de l'économie, le marché des échanges dans lesquels nous avons tous, en tant qu'êtres sociaux, des intérêts, ce qui est normal, qui fait que les langues se trouvent mises en concurrence par notre faute. Quelle politique linguistique? Alors se pose, avec ces premières remarques, la question de savoir quelle langue proposer et quelle langue enseigner, quelle langue apprendre, quelle langue équiper. Je parlais aussi du Kiswahili tout à l'heure, et bien entendu, le Kiswahili peut se développer parce que cette langue possède maintenant un alphabet, on a réussi à la décrire, mais il y a beaucoup de langues dans le monde qui n'ont pas d'alphabet, ou bien qui n'ont pas de dictionnaire, qui n'ont pas de grammaire, d'apprentissage, ça fait partie de l'équipement des langues, ou bien qui n'ont pas de site sur Internet. Aujourd'hui, pour enseigner une langue, si on n'a pas une référence à un site sur Internet où on aura des exemples matérialisés de cette langue, à l'écrit bien entendu, mais aussi à l'oral, sous la forme de petits